Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. Dans Vision, nous vous proposons de revenir ce soir sur la situation au Sahara occidental. Bien sûr, une guerre prévisible pour certains, un fiasco des institutions internationales garantes du droit international pour d'autres et à leur tête, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies qui voit une fois de plus sa charte fondatrice s'étioler un peu plus en faveur des prédations et des intérêts économiques mondiaux. Les mêmes intérêts qui gangrènent la paix et la stabilité dans de nombreuses parties du monde, notamment, voire surtout dans le Sahel et en Afrique plus généralement. Il ne serait même plus farfelu de parler de relance d'une possible troisième guerre mondiale, selon certains observateurs qui osent désormais évoquer la possibilité d'un conflit global à l'échelle planétaire poussé par les effets désastreux de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie mondiale et les foyers de tension régionaux qu'elle engendre. Pour en parler, nous recevons ce soir le général-major à la retraite Abdelaziz Mjahad. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous dirigez actuellement l'Institut national d'études et de stratégie globale, l'INESC. Merci d'avoir accepté notre invitation. En prie. Alors, je viens de le dire, ça paraît fou comme ça, mais c'est un général de l'armée britannique, Nick Carter, qui a évoqué il y a une semaine cette possibilité dans une interview à Sky News précisément. Il a évoqué les risques réels d'une éventuelle troisième guerre mondiale et il souligne d'ailleurs l'urgence de s'y préparer. L'armée britannique serait même en train de s'y préparer. Il parle d'une guerre avec le recours à des moyens technologiques. Qu'est-ce que vous en pensez pour commencer? Premièrement, monsieur Carter, un Britannique, bien sûr, il parle de son bord. Nous vivons dans un monde où il y a des forces qui s'opposent. Les anciennes puissances et les puissances émergentes. Et nous vivons aujourd'hui un changement, l'ordre mondial est en train de se métamorphoser. Bien sûr, les anciennes puissances veulent maintenir leur hégémonie, et ça va de soi que ce Carter prédit une troisième guerre mondiale. Ouais. Troisième guerre mondiale contre qui? Contre finalement les mêmes acteurs politiques. Il dit d'ailleurs, si nous regardons ce qui s'est passé le siècle dernier, avant les deux guerres mondiales, je pense qu'il était indiscutable et qu'il y avait une escalade, comme on peut le voir aujourd'hui, qui a mené à des erreurs de calcul qui ont à leur tour mené à la guerre. Est-ce que vous pensez que nous sommes un peu dans la même situation au niveau mondial, qu'il y a des foyers de tension comme ça, qui peuvent amener à une escalade et à une confrontation à l'échelle planétaire? Il y a des confrontations. Non, les confrontations, il faut chercher qui les a provoquées. Oui. Ce monsieur Carter, il appartient à un camp qui ont une théorie, faire évoluer les choses en provoquant des crises. Oui. On parlait de l'Occident, tout simplement, le bloc occidental. Bloc occidental et notamment les anciennes puissances coloniales qui ont changé de visage, mais les politiques sont les mêmes, ils n'ont pas changé de stratégie. On n'a qu'à voir en Afrique quelles sont les forces militaires présentes en Afrique. Il n'y a que des puissances occidentales. Où sont les autres? Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Hindous, il n'y a pas de Russes, il n'y a que les Occidentaux qui sont en Afrique. Sur le plan militaire, évidemment. Ah, bien sûr. On parle Et c'est pour ça. Non, quand il parle de guerre mondiale, oui. Ça veut dire qu'il y a deux camps, il y a deux belligérants. Où est l'autre camp? Il n'existe pas. Eux sont en train de défendre leur position, ils sont en train de défendre leurs intérêts. C'est eux qui ont provoqué pratiquement tout ce qui s'est passé en Afrique. Ils sont derrière. On prend le cas de la Libye, on prend le cas du Mali, on prend le cas du Sahara occidental. Oui. Qui les a provoqués? C'est eux. La Libye, qui l'a attaqué? C'est les Occidentaux. Ce monsieur britannique avec le Sarkozy, ce voyou président. Et vous avez au niveau du Mali, au niveau du Sahara occidental. Qui est derrière? C'est eux qui ont provoqué tout ça. Qui a poussé le Makhzen à envahir le Sahara occidental? C'est eux. Pourquoi? Pour défendre leur intérêt. Pourquoi? Alors ça, quand
On pose des questions, il faut préparer les réponses. Et sinon, se préparer à recevoir les réponses de l'autre bord. Alors justement, vous dites que l'histoire se répète et elle est en train de se répéter sous nos yeux au Sahara occidental. La guerre est donc là, elle est enclenchée au Sahara occidental. Près de 30 années d'attente depuis les accords de cessez-le-feu pour les Sahraouis, sans résultat. Est-ce que cette guerre est finalement nécessaire pour arracher, pour le peuple sahraoui, pour arracher sa dignité, sa liberté? Ou est-ce qu'on peut espérer encore un revirement de dernière minute du Maroc pour revenir à une solution de paix? Qui est derrière? Est-ce que le Makhzen est libre? Est-ce qu'il est indépendant? Je ne pense pas. Depuis 1912, du protectorat, ils sont passés en 1956 au tutorat, et aujourd'hui, ils sont les instruments de puissance qui les téléguident. Est-ce que le Makhzen sert les intérêts du peuple marocain? Je ne pense pas. On n'a qu'à voir la situation économique du peuple marocain, on n'a qu'à voir la situation à l'intérieur du Maroc. Le Marocain ne bénéficie pas, des richesses du Maroc, ni des richesses polluées du Sahara occidental. Ce qui fait, il y a cette guerre, elle sert d'autres intérêts. Même l'occidental qui est aujourd'hui au Mali ou ailleurs, qui finance cette guerre? C'est le contribuable français, britannique. Est-ce qu'ils tirent bénéfice de ça? Non, c'est les sociétés, les multinationales qui tirent des bénéfices. C'est Bouygues, Bolero, c'est les amis de Sarkozy et de Macron et de Koch qui tirent des profits. Le problème de cette guerre, il faudrait savoir qui en tire profit, qui la provoque et qui la mène. Et là, on aura un schéma clair, une vision claire du problème. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, selon les données que nous avons actuellement, est-ce que vous pensez que le Maroc a choisi d'aller jusqu'au bout et il va aller dans sa logique belliqueuse et guerrière jusqu'au bout, ou est-ce qu'on peut espérer tout de même qu'il y ait un retour vers un processus négocié de paix? Selon ce que vous voyez actuellement, les données que nous avons. Madame, il n'y a pas d'événement conjoncturel. Tout événement n'est que le produit d'un événement qui l'a précédé. Oui. Le Sahara occidental, le Makhzen l'a envahi en 1975. Pourquoi il l'a envahi? Alors qu'on était d'accord, Algérie, Maroc et Mauritanie, on était tous les trois d'accord à régler le problème à l'ONU selon le principe de l'autodétermination. Comment expliquer le revirement du Maroc? Alors, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et à quel moment vous pensez que le Maroc a changé de trajectoire? Ah, d'accord. Le Maroc a changé de trajectoire en 1974. Pourquoi? Parce qu'en 1974, il y a un fameux président qui a été à la tête des mouvements des non-alignés, qui est parti à l'ONU et qui a posé le problème de l'ordre mondial injuste, qui a été posé et mis en place par ces puissances-là. La Deuxième Guerre mondiale, on n'était pas présent. La moitié de l'humanité de ces pays n'était pas encore membres de cette organisation. C'est les anciennes puissances qui ont construit cette architecture. Et bien sûr, pour les servir. D'ailleurs, la preuve, vous avez dit tout à l'heure, que les organisations mondiales onusiennes ont failli. Pourquoi elles ont failli? Parce qu'elles servent les intérêts de leurs maîtres, de leurs constructeurs. Ils ne servent pas nos intérêts. Vous avez le Makhzen et l'entité sioniste. Les deux qui peuvent se permettre de conquérir, d'envahir, de spolier, de torturer, d'emprisonner, et personne ne bouge. Pourquoi? Parce que leurs amis sont membres du Conseil de sécurité. Comment se fait-il que c'est les seules entités au monde qui n'appliquent pas les résolutions des Nations Unies? Alors c'est pour cette raison qu'il faut peut-être aller en profondeur à la chose. Vous m'avez dit pourquoi 75? Je vous ai dit 74. 74, carrément, oui.
Madame, en 1974, les patriotes portugais ont abattu la dictature qui régnait au Portugal. Et bien sûr, les patriotes, en général, ne servent pas les intérêts des impérialistes. L'Espagne, Franco était sur son lit au bord de la mort, et il y avait un risque que les républicains espagnols qui étaient en exil reprennent le pouvoir en Espagne. Le roi du Maroc, la monarchie marocaine, avait subi 2 tentatives de coup d'État et elle était dans une situation interne vraiment crise interne grave. Et avec tout ça, vous avez une puissance, et un monsieur qui s'appelle Kissinger, qui ne pouvait pas se permettre de perdre le verrou de la Méditerranée. Si vous perdez le Maroc, le régime de monarchie marocain, l'Espagne et le Portugal, ça veut dire que vous donnez la clé du verrou à votre ennemi. Oui. Monsieur Kissinger, ils ont commencé par créer un groupe des services de renseignement marocains, égyptiens, saoudiens, israéliens et iraniens de l'époque du Shah, avec bien sûr sous la coupe de Madame la France, de Marange. Et pourquoi? Parce que la CIA à l'époque était condamnée par le Congrès américain pour les affaires de coup d'État en Amérique latine. Ils ont tué. Donc il y avait une disgrâce de la CIA. Il fallait CIA, il ne faut pas oublier le Chili, tout ce qu'ils ont fait au Nicaragua, au Chili et tout ça. Ils étaient en disgrâce. Et la sous-traitance était donnée à la France et ils ont créé ce groupe pour préparer quoi? Pour préparer la visite de Sadat à Jérusalem. Mais pour que Sadat puisse aller à Jérusalem, il fallait préparer le terrain, il fallait dissocier et diviser le monde arabe, tous les pays arabes les diviser. Comment les diviser? En fomentant de crises. La crise au Maghreb, l'invasion du Sahara occidental, et la guerre civile libanaise. Tout ça, rien ne se fait pas, il n'y a pas de hasard en politique. Donc aujourd'hui, le retour de cette crise, 30 ans plus tard... Ce n'est pas un retour de crise. C'est pas un retour de crise. Vous le qualifieriez comment? Premièrement, c'est une condamnation. C'est une condamnation les organisations, condamner l'incapacité de ces organisations à régler le problème, à assumer leurs responsabilités. L'ONU n'a pas assumé ses responsabilités, le Conseil de sécurité n'a pas assumé ses responsabilités. Le cessez-le-feu a été signé en 91. Ça fait 29 ans, près de 30 ans. Qu'ont fait ces gens-là? Et entre-temps, le Makhzen, en train de violer toutes les lois, et toutes les lois, en train de torturer, emprisonner, piller, et personne ne bouge, personne ne réagit. Alors, avec le retour des combats, de la guerre sur le terrain, on se souvient que le Front Polisario, à l'époque connaisseur du terrain, a pu imposer sa logique de guerre asymétrique, entre guillemets, face à une armée dite conventionnelle, comme celle du Maroc. Après 16 ans de guerre, ça avait duré 16 ans, et la capitulation de la Mauritanie, qui avait subi aussi beaucoup de pertes humaines et matérielles, le Maroc s'est vu contraint donc de négocier une sortie de ce bourbier militaire à travers les accords de cessez-le-feu qu'il vient de violer dans la localité d'El Gargarat. Aujourd'hui, il y a ce mur de sable très long qui divise le Sahara occidental en deux. Est-ce que vous pensez que le Front Polisario pourra s'imposer de la même manière, pourra combattre et arracher donc sa liberté? Il y a un Maroc puissant en face qui s'est beaucoup armé ces dernières années.
et un front Polisario qui parle lui aussi d'une action beaucoup plus structurée, selon les hauts responsables du front Polisario. Premièrement, madame, le front Polisario, de 75 à 91, il n'a pas mené la guerre uniquement contre le Maroc et la Mauritanie, il a mené la guerre contre la France. Les jaguars français étaient présents, les coopérants français, les conseillers français étaient présents, les conseillers... C'est totalement avéré d'ailleurs. Non, historique. Ils le reconnaissent. Oui, oui. Non, et Hassan II était à genoux. Il a supplié les Sahraouis pour arriver au cessez-le-feu. Il les a invités à son palais à Rabat. Il a fait intervenir ses amis saoudiens qui les ont invités à Riyad pour leur demander le cessez-le-feu. Mais c'est comme c'est un traître d'origine. Il a trahi tous ses engagements, Hassan II. Tous ses engagements, il les a trahis. Il a trahi même sa propre signature. Alors, le Polisario, parce que son message, c'est un message de paix, mais paix dans la dignité. Et dans le respect de la légalité internationale, il faut le rappeler. Paix dans la dignité. Ouais. Il veut la paix, il cherche la paix, mais pas à genoux. Il cherche la paix en étant digne, en ayant ses droits et en donnant la possibilité à son peuple de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a eu de 91 à aujourd'hui? Des promesses, rien que des promesses, et des reniements, des reniements de la part du Maroc. Alors pour répondre à ma question, vous la voyez comment aujourd'hui l'architecture de la guerre, avec 30 ans plus tard, un Maroc et un front Polisario différents, sans doute? Premièrement, quand vous dites Maroc, il faut peut-être décortiquer le Maroc. Le Maroc, c'est qui? Il y a le Makhzen, c'est une chose. Il y a le peuple marocain, c'est autre chose. Et le peuple marocain, il y a des courants, il y a des gens, il y a une crise intérieure, une crise de pouvoir. Elle n'a jamais été résolue. Le Maroc, les Marocains le disent, on n'est pas encore indépendant. On est toujours sur le régime liauté. Et aujourd'hui, ce qui se passe, pourquoi le Maroc a osé franchir le pas et aller à Gargarat, il y a une jonction entre deux plans, le plan Léoté et le plan Sykes-Picot. D'accord? La division du monde, en fait, le plan Sykes-Picot. Non, pas de la division du monde. Il y a un plan général, les puissances occidentales. Ce plan-là, ils prennent le monde arabe en tenaille, comme ils l'ont déjà fait à partir de 1916. Oui. Vous avez le plan Sykes-Picot, le plan Rogers. Il y a les roitelets là, qui sont nés après le plan Rogers, les années 70. Vous avez après le GMO. Et vous avez le PM du caniche, Sarkozy, comment il s'appelle là. Vous avez tout ça. Et aujourd'hui, on voit c'est-à-dire, ça y est, ils sont arrivés à conclure cette jonction entre les deux plans. Mais pourquoi ils le font aujourd'hui? Ils le font aujourd'hui parce qu'ils ont échoué au Moyen-Orient. La crise syrienne, vous parlez de la crise syrienne? Bien, la crise syrienne est le contrat du siècle qui a échoué. Les populations n'acceptent pas. Donc il y a un déplacement du conflit. On détourne. Non, on détourne l'attention. Oui. On détourne l'attention pour faire oublier l'échec de en Syrie, leur échec au Yémen. Et là, il faut saluer la résistance du peuple, la résistance héroïque du peuple yéménite, la résistance héroïque du peuple syrien. Ils ont fait capoter le plan impérialiste, et aujourd'hui, même
les populations du Moyen-Orient font capoter le contrat du siècle. Quand vous avez entendu parler d'attentats à Riyad. Et vous allez encore voir des réactions de ce genre, parce que les populations arabes, depuis Sykes-Picot, elles rejettent tous les plans qui se succèdent. Et le dernier, le plan, le contrat du siècle de Trump. Et ça, c'est condamné à mourir, c'est condamné, et ces régimes sont condamnés à subir le sort de ceux qui les ont précédés. Donc, juste encore une fois pour répondre à la question de la démarche guerrière du Maroc, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller jusqu'au bout? On sait qu'aujourd'hui, on parle des zones d'influence, notamment de l'Europe, la France et l'Espagne à moindre degré. Est-ce que ces deux pays peuvent aujourd'hui contribuer à changer la donne guerrière aujourd'hui, la donne militaire au Sahara occidental, puisque finalement c'est un conflit qui pourrait se déplacer, notamment à travers l'immigration clandestine. On appelle ça le précaré de l'Europe. Est-ce que ces deux pays peuvent changer cette logique, ou est-ce qu'on va aller vers une guerre totale? Vous dites la France, c'est quelle France? La France coloniale? La France actuellement, la République non, française. Il y a la France officielle. La France officielle, tout à fait. La France officielle, la France coloniale. Mais à l'intérieur de cette France, vous avez des gens honnêtes. Vous avez les Justes qui ont sauvé les Français, les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez les Français, j'allais dire les partisans français, les patriotes français. Vous avez des gens honnêtes en France. Forcément. Non, ceux qui ont épousé notre cause, oui, contre l'État français. Oui. Contre leur État. La France, c'est un tout. Il y a des colonialistes, mais il y a des gens qui sont pour la liberté des peuples et contre les invasions. Mais aujourd'hui, est-ce que ces deux pays, on sait que la France soutient le Maroc dans ce conflit, et l'Espagne qui devrait assumer sa responsabilité? Elle ne peut pas, et la preuve, madame, c'est qu'ils se taisent, ils n'arrivent même pas à le soutenir médiatiquement. Il y a un blackout médiatique sur le conflit du Sahara occidental. Expliquez-moi pourquoi ils sont si... Vous êtes là pour nous expliquer. Là, moi, j'attire votre attention. Oui, oui. La France, d'habitude, dans ce genre de choses, les médias français, dans ce genre de choses, ils sont là, ils s'emballent, ils s'échauffent. Et pourquoi ils sont silencieux, ils se la bouclent là? Parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur peuple. Pas nous, pas les Sahraouis, pas les Marocains. Ils n'arrivent pas à être crédibles vis-à-vis de leur opinion. C'est pour ça qu'ils se la bouclent. Et ils ont intérêt à se la boucler, sinon on peut dérouler tout ce qu'ils ont fait auparavant. Et d'ailleurs, il faut le faire. Donc pour vous, la guerre sera totale. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce conflit va s'enliser dans les combats, dans la lutte, dans la lutte armée pour les Sahraouis? Madame, la guerre, c'est la confrontation de deux volontés. Oui. Vous avez une volonté d'un peuple qui veut se libérer, et il y a une force hégémonique. Une force hégémonique. Oui. Et l'histoire a démontré que la victoire revient toujours au peuple. Oui. Et ça, donc, quelle que soit la durée, en fait, de ce conflit. Pour eux, la durée, les Sahraouis, ça fait 50 ans qu'ils sont en guerre. Ouais. Ça ne date pas d'aujourd'hui, madame. Pour l'information de vos téléspectateurs, oui, est-ce que vous savez que ce peuple sahraoui, durant le 19e siècle, a résisté à 7 puissances coloniales? Il les a rejetées. C'est un peuple guerrier, les Sahraouis. C'est pas un peuple guerrier. Guerrier dans le sens qu'il résiste. Non, c'est un peuple très fier. Sa dignité, c'est une limite à ne pas dépasser. Il ne faut pas toucher à sa dignité.
Il a combattu l'Italie, l'Espagne, Oui. la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, et tous ces gens-là en un siècle. Hein. Où étaient les sultans du Maroc à l'époque? Contre le peuple sahraoui. Qui revendique sa souveraineté sur ce territoire qui a été souvent... Ça, sur un plan. Oui. Secondo, la différence entre les deux positions, du Makhzen et du Polisario. Le Makhzen réclame un terrain, une terre. Il demande le Sahara occidental. Et le Polisario demande l'autodétermination d'un peuple. Quelqu'un qui donne de la considération pour le sol, et l'autre, il donne de la considération pour l'être humain. Ce n'est pas du tout la même c'est pas la même vision, dimension. en fait, C'est oui. pas la même dimension. Ça, c'est une vision mercantile, et l'autre, elle est noble. Oui. Alors, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, Monsieur Mjahed, Oui. il y a des pays qui n'ont pas hésité à s'éloigner du langage diplomatique de rigueur dans cette situation déjà grave et au mépris du droit international. Ils ont affiché leur soutien. On voit aujourd'hui que comment dire, l'intérêt économique a fait voler en éclats le principe de zone d'influence directe, c'est-à-dire que des pays très éloignés, Lesquels les pays du CCG notamment, qui ont affiché leur soutien au Maroc dans cette entreprise militaire contre le peuple sahraoui. Ce soutien peut envenimer la situation déjà complexe entre les deux belligérants, le Maroc et le Front Polisario, mais c'est une position aussi dangereuse et qui peut contribuer à embraser la région. Madame, je vous ai dit, ce qui se passe au Sahara occidental aujourd'hui, Oui. c'est la jonction de deux plans. Oui, oui. Le plan de l'IOT, c'est le Makhzen, c'est le produit de l'IOT, il continue. Et c'est soi-disant État dont vous parlez, c'est le produit de Rogers. Ils sont nés après le plan Rogers, ou bien ils sont nés après le plan Sykes-Picot. Ça, c'est des États instruments. Ils ont été créés pour servir, ils ont servi déjà. Mais qu'est-ce que nous dit ce soutien aujourd'hui des pays du CCG en faveur du Maroc au mépris du droit international? Qu'est-ce qu'il nous révèle sur le plan géostratégique aujourd'hui? Madame, est-ce qu'ils ont, depuis 1975, quelle a été leur position? Aujourd'hui, les masques sont tombés. Oui. Mais ils ont toujours soutenu le Maroc. Ils ont toujours soutenu le Makhzen. Ça, maintenant, ils affichent la position. Comme leur reconnaissance de l'entité sioniste. Depuis tout le temps, ils ont des relations avec eux. C'est-à-dire maintenant, c'est les choses, les rideaux sont tombés et les masques sont tombés et maintenant on joue à visage découvert. Mais la réalité n'a pas changé. Donc l'agenda est le même en fait. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est des phases. Et aujourd'hui, nous avons atteint la 3e ou 4e phase du scénario qui est quoi? Qui est le plan Léoté et le plan Sykes-Picot. La domination et l'hégémonie sur toute la région, tout le grand Moyen-Orient. Vous dites que la question du Sahara occidental a révélé à l'Algérie son allié, son partenaire et son ennemi. C'est une opportunité pour l'Algérie, vous dites, de les identifier. Est-ce qu'il faudrait que l'Algérie change ses paradigmes diplomatiques? C'est ce que vous dites? Non, nos paradigmes diplomatiques ne changeront jamais. Pas en ce qui concerne les valeurs et l'ingérence dans les affaires des autres pays. Notre ligne depuis Massinissa à aujourd'hui, elle n'a pas changé. Oui. Notre ligne depuis Saint-Donat à aujourd'hui n'a pas changé. Notre ligne de Yogurta jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé. Alors qu'est-ce qu'il faut revoir? Premièrement, il faudrait qu'on révise ceux qui sont maintenant. Chacun a choisi son camp et à nous de choisir notre camp. Madame, je ne sais pas si les gens ne se souviennent pas de 1955. Ceux qui nous ont donné la première tribune pour nous adresser au monde sont devenus aujourd'hui la première puissance mondiale, la Chine. Je répète, ceux qui nous ont donné la première tribune
Aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. Ce qui fait, s'ils nous ont soutenus quand on était colonisés, il me semble qu'aujourd'hui, on peut être très proche de ces gens-là et que les choses soient claires. Maintenant, les Américains disent win-win, gagnant-gagnant, sur table, pas en parole. Il faut que ce soit du concret. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. Il faudrait que chacun prenne la place qui lui revient, pas plus. Donc, pour un petit peu paraphraser ce que vous dites, nous devrions aller vers une diplomatie qui travaillerait nos intérêts directement, nos intérêts géostratégiques. Oui, c'est ce que vous dites en substance. Vous savez, pour servir vos intérêts, madame, ne pas servir les intérêts de l'ancien colonisateur. Quand on voit notre balance, il faudrait que nos échanges soient équilibrés, pas à notre détriment. Sur le plan commercial. Sur tous les plans. Actuellement. Sur tous les plans. Alors, sur tous les plans. Alors, aujourd'hui, avec le changement de l'administration américaine, l'élection d'un nouveau président dans le camp démocrate, est-ce que les choses peuvent changer, notamment au Sahel, où les Américains, selon certains experts, pourraient revenir, contrairement à Trump qui s'était recentré sur son principe de America First. Aujourd'hui, les démocrates devraient revenir dans cette zone d'influence lointaine, sous-traitée par la France, mais on parle d'un retour des Américains, notamment dans le Sahel. Non. Le désengagement des États-Unis d'Amérique a commencé avec Obama, avant Trump. Et il faut se rappeler le discours d'Obama au Caire. Il dit clairement, maintenant, on va pratiquement défendre nos intérêts. Il le fait, c'est pas un acte de générosité de sa part, non. Parce qu'il y a des puissances qui lui imposent ce changement. Le retour de la Russie sur la scène internationale et la preuve a été faite en Syrie. Oui. Et actuellement, le dernier conflit dans le Haut-Karabakh. Ah, l'Arménie, bien sûr. J'aimerais qu'on ouvre cette parenthèse, puisqu'on parle des États-Unis et de son influence géostratégique. Il y a aujourd'hui cette polarisation du monde qui est une donne finalement constante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous y sommes encore et on en a vu la démonstration dans ce conflit qui a opposé l'Arménie et une Arménie dite acquise à l'Occident et un Azerbaïdjan complètement sous influence russe. On dit que la Russie a complètement remporté sur le plan diplomatique, a remporté une victoire dans ce conflit du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire la Russie a C'est aussi le retour de la diplomatie russe. Le retour de la Russie. De la Russie. Toute la Russie. Qui est en train de... Sur tous les plans. Oui. Le retour de la Russie pour reprendre sa place. Et nous, on a besoin de cet équilibre. On a subi le monopole unilatéral de l'Occident. Oui. Maintenant, ça y est. C'est la fin des valeurs de l'Occident. L'Occident a trahi ses propres valeurs. L'Occident a trahi ses propres valeurs. L'Occident qui parle de démocratie, où est la démocratie dans les pays soutenus par cet Occident? L'Occident parle des droits des peuples. Est-ce que les droits des peuples sont respectés? Est-ce qu'ils respectent les droits des peuples? Alors, l'Occident, ça y est, maintenant, on peut dire que le règne de l'Occident, on va tourner la page. On doit tourner la page. Si facilement? C'est pas évident. Madame, chaque chose a un prix, la liberté a un prix, la dignité a un prix. Non, je veux dire par là que la polarisation est toujours très, très dure, très, très franche. Le monde est toujours coupé en deux. Il y a le bloc occidental, il y a l'autre bloc où il y a les BRICS. Actuellement, vous parliez des pays émergents. Oui. Il y a les BRICS, il y a la Russie qui est en train de sécuriser sa zone en fait, géostratégique directe, son précaré, jusqu'en Syrie. On l'a vu, l'intervention diplomatique de la Russie en Syrie a sauvé finalement les Syriens d'un scénario plus dramatique qu'il ne l'a déjà été. Provoqué par qui?
Par l'Occident, on le sait. Par l'Occident. Oui. Non, non, il faudrait mettre le doigt sur la plaie. Oui. La plaie, c'est l'Occident. Oui. La plaie, c'est l'Occident. D'ailleurs, l'Occident, ils sont fidèles à leurs penseurs, à leurs maîtres. Il y a Victor Hugo qui dit quelque chose de bien, mais on n'a jamais étudié. Que vous citez souvent. Je le cite et je continuerai à le citer parce que on n'a pas étudié, on n'en parle pas. Ils disent que Dieu a offert l'Afrique à l'Europe pour transformer leurs prolétaires en propriétaires. Et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait? On les vend, on les vide, on les expulse, on les enterre, qu'est-ce qu'on fait? Non, l'Occident, il faudrait qu'il apporte tous les éclairages sur cet Occident pour qu'il puisse un peu se repentir s'il a un peu de conscience. Se repentir de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire. Ce qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, c'est les méfaits de l'Occident, c'est pas autre chose. Alors on va terminer sur la situation au Sahel avec l'accord d'Alger au Mali. Il y a aussi des discussions en faveur d'une solution négociée, une solution de paix en Libye. Mais il y a cette intrusion, là encore, de parties tierces et qui parfois viennent de pays très lointains. Encore une fois, géostratégiquement, ils sont éloignés. Est-ce que la paix est encore possible dans ces pays-là, surtout la Libye et le Mali, pour sécuriser enfin le Sahel? La paix en Libye et au Sahel, elle dépend des Libyens, en premier lieu des Libyens et des Maliens. Oui. Quand les Libyens se prendront en charge et arrêteront de se faire manipuler et diviser par les autres, là, le problème sera réglé. La même chose pour le Mali. Le Mali aussi, un des méfaits de la France officielle, c'est cette situation au Mali. Si on énumère le nombre de coups d'État fomentés par la France en Afrique, si on énumère tous les assassinats de leaders politiques, d'opposants, de leaders politiques, non, je ne parle pas d'opposants, non, je parle de leaders, ceux qui étaient en place. Thomas Sankara, il était président. Il a été assassiné. Par qui? Par la France et ses sbires. Lumumba et tout Mehdi Ben Barka et tous ces gens-là. Qui les a massacrés? Mehdi Ben Barka a été enlevé à Paris, pas ailleurs, hein? Pas dans un bourg ou en province. Non. En plein cœur de Paris, Mehdi Ben Barka enlevé. Thomas Sankara assassiné à la présidence. Non, il faudrait apporter les éclairages, tous les éclairages. Il y a les diplomates, ça c'est leur affaire, ils font de la diplomatie, ça les concerne. Mais le citoyen, les médias doivent apporter les éclairages sur ce qui se passe dans le monde et pour connaître la cause du mal, il faut avoir l'attitude du médecin. Chercher la cause du mal pour pouvoir trouver le remède qui s'y est. Merci, Monsieur Abdelaziz Mjahed, pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés ce soir. Je rappelle que vous êtes général-major à la retraite et vous êtes à la tête de l'Institut national d'études de stratégie globale, l'INESC. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que nous avons pu apporter quelques éclairages, quelques précisions sur ce qui se joue actuellement dans le Sahel, en Afrique et aussi au Sahara occidental, qui nous intéresse beaucoup évidemment. Excellente suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir.